Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Commémoration du 60e anniversaire du département Afrique du Fonds monétaire international. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, rend hommage au président Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint de cette institution. Le chef de l'État invite le FMI à accroître de manière significative le volume des financements aux pays africains. La compagnie ivoirienne d'électricité annonce un programme de rationnement de la fourniture de l'électricité. Il est prévu 2 tranches dans la journée. La nuit et le dimanche ne sont pas concernés par le temps de coupure. Un système de fourniture en alternance expliqué par le directeur général adjoint de la CIE. 68 enfants sauvés et 24 personnes interpellées dans la région de la Nawa. C'est le bilan d'une vaste opération de répression dans le cadre de la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants dénommée Nawa 2. Les enfants étaient employés dans la cacao-culture et d'autres corps d'activité où ils pratiquaient des travaux dangereux. Et puis le ministère des Transports veut mettre fin aux accidents de la circulation. Les automobilistes en infraction seront identifiés. Ils vont recevoir par SMS la notification, de même que la contravention. La phase test de la vidéo-verbalisation est lancée. Le président de la République a participé par visioconférence au 60e anniversaire du département Afrique du FMI. Alassane Ouattara, dans son intervention, a émis le vœu que le Fonds monétaire international fasse plus d'efforts pour l'Afrique, un soutien aux économies africaines confrontées à une grave crise en raison de la Covid-19. Viviane Aimé. À l'occasion de la conférence marquant le 60e anniversaire du département Afrique du FMI, organisée ce lundi 10 mai au siège de l'institution financière internationale à Washington, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du FMI, qui a eu en charge de 1984 à 1988 la direction du département Afrique de l'institution, a été invité à intervenir par visioconférence. Le chef de l'État a parlé des relations du FMI avec l'Afrique, saluant la fin du mur de méfiance vis-à-vis du FMI, observé désormais chez les dirigeants des pays africains. Il a émis néanmoins le vœu que le FMI fasse un plus grand effort pour soutenir les économies africaines confrontées aujourd'hui à une grave crise du fait de l'épidémie de la COVID-19. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs, ce 60e anniversaire se déroule juste après la clôture des assemblées annuelles du printemps du FMI et de la Banque mondiale, dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Nous avons connu en 2020, avec un taux de croissance mondiale de moins 3,3%, la pire récession en temps de paix depuis la Grande Dépression. En Afrique subsaharienne, ce fut la contre-performance la plus importante jamais enregistrée, avec une contraction de 1,9% et un revenu par habitant retombé à son niveau de 2013, voyez-vous. Le montant des besoins de financement en Afrique subsaharienne pour accroître les dépenses de lutte contre la pandémie et le terrorisme, maintenir des réserves suffisantes et accélérer la reprise économique est estimé sur les 5 prochaines années par le FMI à environ 425 milliards de dollars américains. Malgré les efforts de mobilisation de ressources intérieures et la contribution du secteur privé, les pays africains ne pourront malheureusement pas couvrir la totalité de ces besoins. Le FMI est devenu aujourd'hui un filet de sécurité pour l'Afrique avec ses 28 milliards de dollars US déjà décaissés et les 620 millions de dollars US d'allègement de la dette. Je salue les travaux en cours par le FMI en vue de la mise à disposition, comme lors de la crise financière de 2009, aux différents pays membres de 650 milliards de dollars d'allocations de tirages spéciaux, les DTS.
dont 23 milliards de dollars US aux pays d'Afrique subsaharienne. Cela permettra à nos pays d'avoir de l'espace fiscal pour faire face aux besoins urgents pour le bien-être de nos populations. Toutefois, cela ne sera pas suffisant. Et il faudrait que dès à présent, car c'est le meilleur moment de le faire, les partenaires au développement, notamment le FMI et la Banque mondiale, augmentent de manière significative le volume des financements aux pays africains. L'actuel directeur Afrique du FMI, l'Éthiopien Abebe Aemro Selassie, et la directrice générale du Fonds monétaire international, la Bulgare Kristalina Ivanova Georgieva, sont également intervenus au cours de cette conférence anniversaire. Le président de la République a également échangé avec le directeur général du groupe Bouygues et une délégation ministérielle du Libéria. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec la ministre des Affaires étrangères du Ghana. La coopération au centre des rencontres. On retrouve Viviane Aimé. Le Libéria, solidaire de la Côte d'Ivoire face à l'attaque du camp militaire de Ndotré dans la commune d'Abobo, dans la nuit du mardi 20 avril au mercredi 21 avril. Attaque qui a été perpétrée par des assaillants, au nombre desquels plusieurs Libériens. Une délégation ministérielle libérienne conduite par le ministre des Affaires étrangères du Libéria a rendu visite ce lundi au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel pour témoigner solidarité et soutien du gouvernement libérien. La délégation était porteuse d'un message du président George Weah à son homologue ivoirien. So we've come with a special message and a letter which we have delivered. Donc nous sommes venus transmettre un message de son Excellence Monsieur le Président de la République du Libéria, disant à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire que le territoire donc du Libéria ne saurait servir de base arrière à aucune attaque visant la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus exprimer notre solidarité et notre soutien au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. La délégation de la CEDEAO, qui a été reçue ce lundi 10 mai par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, était conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayorkor Botchwe. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, participait également à cette audience dont l'objet était relatif au fonctionnement de l'organisation régionale africaine. We came to confer with His Excellency President Ouattara. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour aborder des questions relatives donc, aux réformes institutionnelles de la CEDEAO. Et également, nous avons abordé des préoccupations relatives à la réduction du fossé entre les populations des pays membres et l'institution de la CEDEAO. La présidence tournante de la CEDEAO est assurée pour l'exercice actuel par le président Nana Akufo-Addo du Ghana. On reste dans la sous-région. Les ministres de l'Agriculture de la CEDEAO en réunion virtuelle sur la sécurité alimentaire. Ils s'engagent à mobiliser et à allouer des ressources significatives pour, entre autres, éliminer la faim. La rencontre a également mis l'accent sur l'agriculture durable. Noël Niagno nous explique. C'est au tour du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire d'intervenir après les ministres de l'Agriculture du Bénin, de la Guinée et du Burkina Faso. Dans cette rencontre virtuelle entre les ministres de l'Agriculture des 16 pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'ordre du jour une problématique: comment accélérer l'opérationnalisation des réserves stratégiques de sécurité alimentaire au niveau régional et dans les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après les travaux et la lecture des conclusions, les ministres réagissent sur le contenu et partagent l'expérience. À ce niveau, Kwasi Adjumani a de prime abord salué la pertinence de la rencontre avant de souligner les exemples de réussite de la Côte d'Ivoire dans le secteur agricole. Nous avons fait des réformes qui aujourd'hui nous ont permis non seulement d'atteindre des niveaux de performance records dans tous les domaines d'activité agricole, mais aussi et surtout de procurer des revenus décents à nos producteurs et à tous les acteurs du secteur agricole. Il est nécessaire aujourd'hui de privilégier l'approche filière à travers
la structuration et la promotion des chaînes de valeurs alimentaires, de sorte à obtenir un mouvement d'ensemble de tous les maillons afin de parvenir à des résultats tangibles. Outre les partages d'expérience, les pays s'engagent entre autres à mobiliser des ressources. Les ministres ont aussi proposé la nomination d'un chef d'État champion de la politique agricole de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 68 enfants sauvés et 24 personnes interpellées dans la région de la Nawa. C'est le bilan d'une vaste opération de répression. Elle est menée par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la Première Dame. Les enfants étaient employés dans la cacao-culture et d'autres corps d'activité. Ils pratiquaient des travaux dangereux. Mahama Traoré est de retour de Soubré. Commissariat de police de Soubré, une centaine d'hommes rassemblés sous le drapeau. Ces éléments, issus de la police nationale, d'Interpol, des eaux et forêts et de la gendarmerie nationale, attendent les consignes pour une mission spéciale. Travailler avec professionnalisme. C'est-à-dire, nous aurons en face de nous des enfants que nous allons retirer des différentes plantations, des différentes activités. Que cela se fasse avec le plus grand respect. Cette opération s'inscrit dans cette volonté de réduire la lutte contre le travail des enfants, surtout en zone cacaoyère. Top départ de l'opération Nawa 2, menée par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants et la sous-direction de la police nationale, chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile. Objectif, retirer les enfants victimes de travail dans la cacaoculture et d'autres types de travaux dangereux. Répartis en 3 groupes, les équipages vont investir les contrées des localités de Yabayo, Upoyo et Meagui. Nous sommes jeudi, c'est jour de classe, mais la patrouille s'aperçoit que certains enfants reviennent plutôt des champs, suffisant comme motif pour les intercepter, malgré les explications fournies par leurs parents. La traque se poursuit, les forces de sécurité parcourent, bas-fonds risicoles et champs de cacao. À chaque prise effectuée, un message de sensibilisation est lancé à l'endroit des parents. Vous savez qu'un enfant doit aller à l'école forcée, non? L'école, c'est obligatoire pour les enfants. De 0 à 16 ans, en Côte d'Ivoire, l'école est obligatoire. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a rendu l'école gratuite. Surtout dans les zones rurales ici, l'école est plus que gratuite. Encouragez les enfants à aller à l'école. Le cacao, ça nous fait vivre nous tous, mais les enfants ne doivent pas travailler là-dedans. Vendredi, deuxième jour de l'opération Nawa 2. En plus de la cacaoculture, d'autres types de travaux dangereux pour enfants sont dans le viseur. Des enfants sont aperçus dans des rizières, derrière des troupeaux de bœufs et dans des ateliers de mécanique. Au terme de cette randonnée, le bilan de l'opération fait état de 108 enfants victimes sauvés et 24 personnes interpellées. Si nous constatons que ces parents n'ont pas commis d'infraction aux lois qui existent, alors ces parents seront laissés libres. Mais si nous constatons que ces parents ont commis des infractions, même s'il s'agit de leurs propres enfants, ces parents seront sanctionnés, suivant les procédures qui existent. Donc, je voudrais aussi préciser que la chancellerie estime que c'est la tolérance zéro. Le temps des enquêtes, les victimes recueillies sont prises en charge ici, au centre d'accueil pour enfants en détresse de Soubré, une réalisation de la fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara, dont la vocation est d'assurer une réinsertion sociale aux enfants victimes d'exploitation et de trafic. Le parent qui peut prouver que c'est son enfant biologique, cet enfant-là, ce parent, on lui remet son enfant. L'enfant dont la vulnérabilité est avérée reste au centre pour une prise en charge durable. La présence d'un enfant peut aller jusqu'à 9 mois, le temps de cerner tous les contours de la chose, le temps que l'enfant commence un bon apprentissage des métiers et en le réinsérant, nous le suivons sur 3 ans. Vous voyez, donc s'il passe 9 mois au centre, il passe pendant 3 ans, on le suit, ça fait presque 4 ans, on suit l'enfant forcément, on peut lui offrir des alternatives. Depuis le début de l'année, la section de tribunal de Soubré a connu un seul procès lié au travail des enfants. La procédure s'est soldée par une condamnation à 20 années de prison ferme pour la personne inculpée.
Les enfants qui ont donc leur place à l'école et non pas dans les champs ou dans les travaux dangereux. Justement, la bonne marche du système éducatif est une préoccupation pour la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mariatou Kone échange avec les différents acteurs du secteur. Dans ce reportage de Grace Kando, elle appelle à améliorer la qualité de l'enseignement. Une école de qualité avec des acteurs outillés et performants. Tel est en substance le message délivré par la ministre Mariatou Kone aux inspecteurs, directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation au cours d'une rencontre de prise de contact. Mesdames et messieurs, les défis de l'école et de la formation initiale actuelle exigent de nous une certaine proactivité et un sens élevé des responsabilités. Je voudrais pouvoir compter sur l'engagement de chacune et de chacun de vous afin que les défis de la compétitivité et les défis de la qualité soient hautement relevés. Pour cela, vous, les gestionnaires au quotidien du système, vous devez accentuer vos tâches de contrôle et d'encadrement. S'agissant des examens de fin d'année, la première responsable de l'Éducation nationale exige la transparence dans les résultats. Avant cette rencontre, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a échangé avec les éditeurs. Un moment mis à profit pour évoquer les difficultés du secteur. Notamment le problème de la piraterie, de la contrefaçon, le problème de la distribution et donc les problèmes également avec la distribution des ouvrages sur le terrain. Donc il y a l'épineux problème donc, de la contrefaçon et des photocopies donc, qui sont effectuées. Parfois il s'agit d'ouvrages photocopiés et parfois ce sont des fascicules faits par donc, certains enseignants et mis à la disposition des élèves et qui ne sont pas conformes au programme et au curricula. À ces différentes préoccupations, la ministre Mariatou Kone compte apporter des réponses. Ensemble, nous allons examiner point par point, avec également à la clé une question très importante, celle de la création d'une école au métier de l'édition. Pour la bonne marche du secteur de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, la ministre Mariatou Kone annonce des états généraux en juillet prochain. De son côté, le ministre de la Promotion de la Jeunesse multiplie les actions en faveur de l'insertion des jeunes. Touré Mamadou a rencontré l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire. Un accord est signé pour la réalisation de projets et financement des activités. Franck Wadio. Séance de travail entre le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique et l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI. Une réunion sanctionnée par l'adoption d'une convention cadre avec RDCI. Cette convention porte sur 4 points, dont le financement des micro et petites entreprises, plus de 3 milliards de francs CFA pour l'aide au financement de projets dans les différentes régions, mais aussi l'ouverture d'antennes régionales. Nous avons déjà une quinzaine d'antennes qui existent, donc il reste 18 antennes à ouvrir. Et nous avons convenu d'ouvrir progressivement les antennes régionales dans chaque région. Il s'agit pour nous, à travers cette politique, de transférer progressivement aux régions la gestion des politiques d'insertion à l'échelle de leur territoire. Il y a eu aussi des discussions sur l'ouverture des centres de services civiques, puisqu'à l'issue du séminaire gouvernemental, sur instruction du Premier ministre, il a été décidé de couvrir l'ensemble du territoire national pour une meilleure prise en compte des enjeux liés à la prise en main des jeunes qui sont en difficulté, et ce, dans toutes les régions. Des régions qui seront intégrées dans l'élaboration d'une stratégie en la matière. 17 centres seront construits en plus des 4 déjà existants. De même, la création d'observatoires du civisme, sans oublier, en dernier point, de nouvelles instances pour le Conseil national jeune. Une convention cadre donc saluée par le président Aka Awole est appelée à optimiser les capacités des collectivités dans le cadre de la création d'emplois et la réalisation de projets en faveur des jeunes. Dans l'actualité ce soir, cette décision de la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, annonce un programme de rationnement de la fourniture de l'électricité. Il est prévu 2 tranches pour le grand public en fonction des lieux d'habitation, plages horaires, jours et zones concernées par les coupures. Les détails dans ce reportage de Jean-Luc Bangbo.
6h à 12h, 12h à 18h. Telles sont les deux plages horaires choisies pour appliquer le programme de rationnement d'électricité annoncé par la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Si un quartier, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur, est rationné de 6h à 12h, eh bien, à partir de 12h, ce quartier va avoir l'électricité. Et c'est dans un autre quartier que le rationnement va se faire. N'est pas concernée par ce rationnement la plage horaire entre 18h et 6h du matin. Tout est mis en œuvre pour éviter une interruption d'électricité la nuit. L'autre principe du rationnement, c'est le principe de plage alternée pour éviter qu'une zone ne soit touchée dans la même plage horaire jusqu'à la fin du programme. Si dans une zone donnée, votre plage de rationnement est de 6h à 12h, la première semaine, eh bien, la semaine qui va suivre, votre plage de rationnement passe de 12h à 18h. Tout ceci pour permettre aux PME et aux professionnels qui sont dans les quartiers de mieux se préparer, puisque pendant la semaine, ils savent exactement quelle est la plage dans laquelle ils seront rationnés. Il faut également noter que les dimanches sont exclus de ce plan de rationnement. Le niveau de consommation globale étant généralement faible le dimanche, le déficit, selon le directeur général adjoint, est amoindri et ne nécessite donc pas que les abonnés soient privés d'électricité. Un site web et un numéro vert seront communiqués ce mardi 11 mai afin de permettre à la population d'avoir des informations spécifiques à leur quartier en temps réel. Je vous donne le contenu de ce communiqué. Le dimanche 9 mai 2021, un groupe d'élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie d'Abidjan ayant bénéficié d'une permission collective a molesté sans aucune raison d'honnêtes citoyens, dont une journaliste dans la commune d'Adjamé. Cet acte inqualifiable a gravement perturbé la quiétude des populations et créé une psychose en leur sein. Informé de la situation, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale s'est aussitôt rendu au chevet de la journaliste pour exprimer ses regrets et apporter à toutes les personnes victimes de ces désagréments sa compassion ainsi que celle de l'institution tout entière. Les agissements de ces quelques élèves gendarmes contraires à l'éthique et au règlement militaire sont de nature à jeter le discrédit et ternir l'image de la gendarmerie nationale dont la mission première consiste à protéger les personnes et leurs biens. Des patrouilles projetées ont permis d'interpeller certains de ces fauteurs de troubles et une enquête a été ouverte à l'effet d'identifier leurs complices. Tous ces individus encourent les sanctions disciplinaires prévues, dont la radiation des effectifs de la gendarmerie nationale conformément au code de la fonction militaire. La gendarmerie nationale tient à rassurer les populations que toutes les dispositions seront prises pour que de tels agissements ne se reproduisent plus. Le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Les automobilistes en infraction seront identifiés. Ils vont recevoir par SMS la notification, de même que la contravention. La phase test de la vidéo-verbalisation vient d'être officiellement lancée. Elle va durer entre 3 et 4 mois et concerne 9 axes routiers à Abidjan. Le ministère des Transports veut ainsi sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route. Des détails avec Didier Nguessan. Un SMS ou un courrier électronique, désormais les automobilistes recevront par ces canaux la notification des infractions au code de la route. Il s'agit de la vidéo-verbalisation dont la phase test est entrée en vigueur depuis le 6 mai à Abidjan. L'objectif est de sensibiliser les automobilistes au respect du code de la route avec en prime la réduction du nombre d'accidents. À l'entrée en vigueur du projet, 74 sites accidentogènes qui seront couverts sur l'ensemble du Grand Abidjan. Nous aurons à déployer sur le Grand Abidjan exactement 173 radars et une quarantaine de radars pédagogiques. L'administration est capable aujourd'hui de savoir quel comportement ils ont sur la voie publique et de leur adresser les mises en garde respectives. Dans ce centre de gestion intégré de la mobilité, les opérateurs font le monitoring des infractions, identifient les automobilistes chauffards. Ensuite, la police spéciale de la sécurité routière qualifie
et approuve l'infraction. Un procès verbal est enfin notifié aux contrevenants. Il y a tellement d'accidents ces temps-ci que le ministre demande le civisme, beaucoup de civisme aux automobilistes dans sa politique globale de dématérialisation de tout le système de transport. On ne peut pas complètement arrêter les accidents, mais on peut diminuer au maximum les accidents. Tout un dispositif d'investigation pour dissuader, entre autres, du non-respect des feux tricolores, des excès de vitesse ou de visites techniques non effectuées. Vigilance donc sur nos routes. On ouvre aussi les yeux sur cette autre menace, la Covid-19. Continuons de respecter les mesures barrières. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi un nouveau cas de Covid-19 sur 151 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 27 guéris et pas de décès. À la date du 10 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 46 443 cas confirmés, dont 45 874 personnes guéries, 291 décès et 278 cas actifs. Le 9 mai, 4 393 personnes ont été vaccinées, soit un total de 267 032 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le jeudi 6 mai dernier, une parturiente décédait au CHR d'Adzopé, un décès qui a occasionné de vives réactions. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est rendu sur place. Il a rencontré les parents éplorés. Pierre Ngudemba rassure, les enquêtes vont permettre de situer les responsabilités. Franck Wadio. Samedi 8 mai, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle au centre hospitalier régional CHR d'Azopé, Pierre Ngudemba est venu s'imprégner de la réalité des faits après le décès le 6 mai dernier d'une parturiente, quelques minutes après son évacuation du CHR vers une clinique. Le gouvernement donc, tient à ce que les Ivoiriens se réconcilient avec leur système sanitaire. Et c'est pour cela que nous sommes là. Des dispositions attendues pour éclairer l'opinion et estomper les interprétations diverses sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé, qui était accompagné des autorités administratives, s'est ensuite rendu aux côtés de la famille de la défunte, mot de réconfort et engagement réaffirmé. Oui, le chef de l'État et son Premier ministre veulent que nous abordons la nouvelle vision de ce que doit être l'hôpital. Un lieu où on y va pour trouver la vie, un lieu où on va pour se ressourcer, et ce n'est pas un lieu où on va pour trouver la mort. Donc je voudrais vous rassurer que nous sommes venus vous écouter. Je vous rassure que le chef de l'État et le Premier ministre prendront les dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Au nom de la famille et de la communauté musulmane d'Alzopé, à laquelle appartenait la victime, l'imam Mamadou Traoré a salué la démarche du gouvernement avant d'appeler population et proches au calme. Notons que la parturiente décédée, Abiba Zerbo, était mère de 5 enfants. Le ministre de la Santé a en plus apporté un soutien financier à la famille et à la communauté éplorée, tout en les félicitant de leur sens de la responsabilité et de leur sang-froid depuis le déroulement des événements. Allons dans l'est du pays. L'hôpital général de Tanda reçoit du matériel, une dotation du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, 2 ambulances pour l'évacuation des malades. Ces engins vont servir de relais entre les villages du département. Lorgoretti, Godefroy Okambawa. L'hôpital général de Tanda reçoit 2 ambulances pour renforcer les services médicaux. Un don du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, fils de la région. Un ouf de soulagement pour les populations. Nous sommes heureux. L'ambulance, on ne le dit jamais assez. C'est un peu comme le prolongement d'un centre de santé. L'ambulance permet à un centre de santé de niveau modeste de permettre à ce que le malade arrive dans un centre plus étoffé et lui donner alors beaucoup de chances, n'est-ce pas, de survie. Les autorités du département de Tanda ont traduit leur gratitude au ministre pour ce geste humanitaire. Les engagements que nous avons pris devant toute l'assistance, c'est vraiment de prendre soin de ce matériel-là, qui est un précieux outil de travail, et vraiment des dispositions ont été prises. L'ambulance de l'hôpital n'était plus en bon état depuis un moment. Pourtant, le Gontougo
avait bénéficié il n'y a pas longtemps d'une dizaine d'ambulances. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a invité les responsables de la santé de la région à prendre soin de ce bien public. Lorsqu'on vous donne des ambulances, il est du devoir de l'État de Côte d'Ivoire de le faire. Mais quant à leur entretien, ça ne relève plus de la compétence donc, des autorités qui les offrent. Ce sont les membres du personnel de l'hôpital qui doivent en prendre soin. Ces ambulances serviront de relais entre les villages et la ville de Tanda. L'hôpital général de Tanda a bénéficié aussi d'une table d'anesthésie pour le service chirurgical et d'un forage afin de résoudre le problème d'adduction en eau potable. Et le gouvernement veut aussi améliorer la qualité du service public. La ministre de la fonction publique a rencontré les gestionnaires des ressources humaines de l'ensemble des ministères. Anne Désiré Ouloto dit attendre de l'efficacité dans l'exécution des tâches. Franck Wadio. Une administration publique efficace ne vaut que par des agents qualifiés et soucieux du service public. Le rôle du directeur des ressources humaines dans une telle administration est d'y veiller. Nous sommes passés d'une administration du personnel à une administration des ressources humaines. Le capital humain a repris tous ses droits et est venu se placer au cœur du dispositif de notre administration publique. Des relais qui sont sous la tutelle de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le sens de cette rencontre avec la ministre Anne Désiré Ouloto, elle veut instaurer avec ces derniers un véritable cadre de collaboration. C'est avec vous que j'entends inscrire mon action dans cette dynamique de professionnalisation de la gestion des ressources humaines de notre administration publique que nous voulons moderne, efficace et capable de fournir avec célérité un service public de qualité. Et cela passe, selon la ministre, par une meilleure politique d'ouverture et de dialogue avec le travailleur. Le ministre a aussi demandé aux gestionnaires de ressources humaines d'être d'efficaces relais sociaux et administratifs. L'administration se doit d'être plus efficace dans son action quotidienne, au service des usagers, devenus exigeants et soucieux d'accéder presque sans délai aux actes administratifs, tant individuels que collectifs. Toute chose qui nécessite l'introduction de nouvelles dispositions dans la gestion de nos ressources humaines, à l'effet de renforcer la collaboration entre notre ministère et les différents ministères. Des DRH satisfaits du contenu des échanges et engagés en faveur d'une administration forte. Rappelons que depuis octobre 2011, un décret institue leurs fonctions au sein des ministères. À présent, c'est Grand Bassam qui nous accueille avec ses belles plages. La ville historique est patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Mais Grand Bassam porte difficilement ce titre. Les édifices tombent en ruine, un véritable traitement de choc s'impose. La ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts, du Spectacle s'est rendue sur place. Voyons le reportage de Serge Coléa. Grand Bassam, état des lieux d'un site en quête de réhabilitation. Le décor n'est pas flatteur. 8 ans après l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le plan de conservation et de gestion de la ville historique marque le pas. Seulement 20 à 25% des projets prioritaires ont été mis en œuvre. Le constat est fait par la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Je note avec un peu de tristesse les réalités sur place au niveau de la ville historique de Grand Bassam. Il y a des actions qui ont été menées, que l'État de Côte d'Ivoire a menées, mais beaucoup reste à faire. Arlette Badou-Nguessan a visité quelques édifices symboles, notamment l'ex-hôtel de la Poste et de la Douane, la Maison du patrimoine et la stèle du gouverneur Trèche-la-Plaine. La visite s'est poursuivie à l'embouchure avec les travaux de réouverture en cours. Une rencontre a mis fin à la visite. Nous avons souhaité rencontrer Madame la ministre afin d'échanger avec elle pour que des dispositions soient prises pour le recadrage
et la relance du comité local de gestion de la ville historique pour que Grand Bassam demeure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ministre a pris bonne note de toutes les questions soulevées. La représentante résidente de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, de son côté, salue l'engagement des autorités ivoiriennes. Le dossier de Grand Bassam a quand même souffert de plusieurs écueils. Bien sûr, il y a eu les inondations, il y a eu la Covid et il y a eu aussi un manque d'entretien général des bâtiments depuis des années. Et il faut agir assez vite avec certaines bâtisses sous peine de les voir disparaître. Là, je sens une grande mobilisation autour de la ministre dont je me réjouis. Et nous, l'UNESCO, nous sommes là pour la soutenir. La ville historique de Grand Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO le 29 juin 2012. Depuis son inscription, elle a déjà fait l'objet de 4 rapports sur son état de conservation. Ce lundi, le collectif des victimes de la crise post-électorale se sont rendus au palais de justice au plateau. Un seul point à l'ordre du jour, protester contre le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les victimes de la crise post-électorale entendent également saisir la justice pour poursuivre l'ex-président qui doit purger une peine pour le casse de la BCEAO. Le président de ce collectif et les victimes se disent déterminés. Ils entendent rencontrer le procureur de la République, Ado Christophe Richard. Dans l'actualité politique ce soir, la ministre Nassene Batouré s'est entretenue avec les militants à RHDP de Soubré. Elle exhorte à rester mobilisés pour les échéances à venir. Mahama Traoré. Une rencontre avec les militants pour donner les dernières nouvelles de la haute direction du parti. Également s'enquérir de l'implantation du RHDP dans la région de la Nawa et plus précisément dans le chef-lieu de région, Soubré. C'est à cet exercice que la ministre Nassene Batouré, membre du bureau politique du RHDP, s'est adonnée samedi dernier à Soubré, en marge d'une visite de travail dans cette localité. La flamme militante qui existe ici à Soubré, sous les bons auspices des coordonnateurs régionaux, dont le ministre Alain Donwayi, je voudrais que cette flamme-là reste allumée pour que nous puissions vraiment, comme on le dit, cartonner ou donner les meilleurs résultats pour les échéances à venir. Les militants du RHDP se disent prêts à traduire en actes sur le terrain ce message de remobilisation. Donc nous sommes prêts à prendre en compte son message pour bosser pour que nous soyons les victorieux de toutes ces élections à venir. Début avril, nous avons instruit les différents responsables des secteurs afin qu'ils puissent diviser au maximum leur secteur en sous-secteurs afin de mieux maîtriser le nombre total des militants que nous avons et aussi commencer à recenser les nouveaux majeurs et qu'on ait cette liste-là avant le top départ de l'inscription sur la liste électorale. Pour rappel, le RHDP est sorti victorieux des dernières élections législatives à Soubré avec plus de 56% des voix. Mois de jeûne et de prière, le ramadan, c'est aussi le partage. Le ministre Adama Diawara a convié les jeunes leaders des associations à une rupture collective à Yopougon, une rencontre au cours de laquelle il a prôné le vivre ensemble. Nous Sangaré, Konepa Gassoro de Madongi. Promouvoir le vivre ensemble, la tolérance et le pardon. C'est tout le sens de cette rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique et les leaders d'organisations de jeunesse politique et apolitique de la commune de Yopougon. Pour nous, c'est un moment qui va au-delà des chapelles politiques. C'est un moment de partage et de solidarité. Et il est bien que chacun de nous, en ce moment de recueillement où on adresse nos prières à Dieu, qu'on soit tous unis. Parce que je sais et je suis convaincu que dans le cœur des Ivoiriens, nous avons tous les mêmes prières. Peut-être qu'elles n'arrivent pas au même moment, mais ce sont des prières que nous partageons ensemble. Cette rencontre qui se veut un cadre d'échange et de partage est la manifestation de la cohésion sociale prônée par le chef de l'État Alassane Ouattara, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, par ailleurs cadre de la commune de Yopougon. Au-delà du partage que nous faisons de ce repas commun, il y a la volonté de faire en sorte que les jeunes et les femmes de la grande commune de Yopougon se retrouvent et qu'il y ait cet acte de solidarité, de réconciliation, de cohésion sociale. Parce que vous voyez que parmi les leaders qui sont présents à cette cérémonie, vous avez des leaders de différentes confessions religieuses.
c'est toute la Côte d'Ivoire qui se retrouve là. Pour le ministre Adama Diawara, il ne peut y avoir de développement sans cohésion sociale. C'est pourquoi a-t-il invité les jeunes à être des apôtres de paix. Et puis on retient ce rendez-vous. Juste après ce JT, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, consacré au deuxième volet du PNIA, le Programme national d'investissement agricole. Quelles sont les actions menées par le gouvernement dans le cadre de ce projet évalué à 12 000 milliards de francs CFA? Suivez votre émission La Côte d'Ivoire en marche à 20h50. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Images. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Conian. Ce soir, le sage nous apprend que si tu voyages dans la même pirogue que quelqu'un, il te faut entonner la même chanson que lui. Dieu le voulant, on se retrouve demain.